Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du mensonge. Donc on est d'accord pour dire que tout le monde ment, plus ou moins des degrés divers, avouant rapidement son mensonge ou s'y tenant quoi qu'il en advienne. C'est l'occasion alors de se demander quelles sont les bases neurobiologiques du mensonge et comment il se manifeste dans les troubles psychiatriques. Mais avant, mettons-le en perspective pour ne pas tomber dans une vision étroite et réductrice de ce comportement. Dans son article, Granger évoque la tirade d'Alfred de Musset dans sa pièce On ne badine pas avec l'amour. Je cite: tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificielles, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Le mensonge vient en tête pour caractériser le comportement des hommes et la perfidie pour les femmes. Tout homme est menteur. Cette assertion figure dans le livre des psaumes. Cette attitude étant tellement universelle que celui qui n'a jamais menti jette alors la première pierre. Nous avons tous déjà menti, et nous mentons tous les jours, à n'importe quel moment et à n'importe qui. Alors d'un côté, le mensonge est honni, et considéré d'inspiration diabolique, par opposition à la vérité qui, elle, est d'essence divine. De l'autre, il fait partie des comportements les plus couramment observés, sans parler de tous les mensonges qui ne sont jamais découverts. Nous serions bien gênés si nous perdions cette capacité de travestir nos pensées. La vie sociale serait impossible si nous nous sentions plus obligés de dire merci de cette charmante soirée quand nous nous sommes fait chier à mourir. Si nous arrêtions de donner du cher ami à un collègue détesté, ou si, comme Sacha Guitry, nous déclarions à la maîtresse de maison, après un dîner raté, tout était froid, sauf le champagne. Le mensonge est-il, comme on l'a longtemps dit du rire, le propre de l'homme? Eh bien, les éthologues ont découvert divers types de tricheries et de mensonges chez certaines espèces animales. Chez l'homme, on distingue trois formes de mensonges, de gravité différentes. Le mensonge officieux, celui que l'on accomplit pour rendre service, ne pas faire de peine, ne pas choquer, protéger, voire sauver. Le mensonge joyeux, celui qui fait rire, que l'on pratique pour se distraire, pour le plaisir. Et enfin le mensonge pernicieux, celui destiné à faire du mal, à autrui ou à obtenir des avantages indus, comme des escroqueries. Ce dernier est évidemment le moins accepté, et l'avoué devient alors une façon de quitter la spirale du mensonge, un mensonge en entraînant un autre bien sûr, car l'aveu peut impliquer le pardon, à condition que l'aveu ne soit pas lui-même mensonger et qu'il ne constitue pas une sorte de mensonge au second degré, une position de repli. Mais c'est aussi pour survivre que l'on ment, parfois dans des circonstances tragiques. Devant la Gestapo, le mensonge est un devoir, affirme l'avocat Paul Lombard. Dire la vérité est alors synonyme de traîtrise. La capacité de mentir survient assez tôt dans le développement de l'enfant. Selon les psychologues Vittoria Talloir de l'Université de McGill de Montréal et Kang Lee de l'Université de Toronto, on distingue plusieurs phases de ce développement. Ils ont modélisé l'évolution du mensonge chez l'enfant en 3 temps. Le mensonge primaire apparaît vers 2 ou 3 ans. Les déclarations sont fausses, mais il n'est pas sûr que l'enfant cherche à tromper intentionnellement son interlocuteur. Le mensonge secondaire apparaît vers l'âge de 4 ans. Les enfants mentent de façon peu élaborée, mais en sachant que leur interlocuteur ignore la vérité et peut donc être trompé. Ils distinguent leurs propres pensées de celles d'autrui. Ils ont acquis ce que l'on nomme une théorie de l'esprit. Et enfin, le mensonge tertiaire apparaît vers 7 ou 8 ans, à l'âge de raison. Il est mieux construit, plus vraisemblable, car l'intelligence de l'enfant et sa pensée logique se sont développées. Ainsi, le mensonge se met en place très tôt chez l'enfant, et comme nous l'avons souligné, se manifeste sous diverses formes et fréquemment. Examinons donc un aspect particulier, le mensonge en politique. Granger nous dit que dans la République, Platon affirme que, je cite, le mensonge est utile aux hommes, comme une espèce de pharmacon dont l'emploi doit être réservé aux médecins et est interdit aux profanes. C'est donc aux gouvernants de l'État qu'il appartient de tromper les ennemis et les citoyens dans l'intérêt de l'État, et personne d'autre n'y doit y toucher. Fin de citation. C'est la raison d'État, qui permet de commettre des actes illégaux, de mentir pour le bien du public, avec toutes les dérives que l'on peut imaginer. Pour Machiavel par exemple, le gouvernant doit dissimuler et profiter de la crédulité des autres hommes. On pourrait alléguer des exemples innombrables dans le temps présent, montrer combien de traités, combien d'engagements sont partis en fumée par la déloyauté des princes, et celui qui a su le mieux user du renard en a tiré les plus grands avantages. Toutefois, il est bon de déguiser adroitement ce caractère, d'être parfait simulateur et dissimulateur, et les hommes ont tant de crédulité, ils se plient si servilement aux nécessités du moment que le trompeur trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Il n'est donc pas nécessaire à un prince de posséder toutes les vertus énumérées plus haut. Ce qu'il faut, c'est qu'il paraisse les avoir. Ainsi, tu peux sembler et être réellement pitoyable, fidèle, humain, intègre, religieux, fort bien,
mais tu dois avoir entraîné ton cœur à être exactement l'opposé, si les circonstances l'exigent. Si bien qu'un prince doit comprendre, et spécialement un prince nouveau, qu'il ne peut pratiquer toutes ces vertus qui rendent les hommes dignes de louange, puisqu'il lui faut souvent, s'il veut garder le pouvoir, agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité et surtout contre la religion. Telle était la citation de Machiavel, dans son bouquin Le Prince, chapitre 8. Qu'ils veulent débiter tout à la fois. Ce n'est pas le meilleur moyen d'en faire croire au peuple que de vouloir lui en faire avaler beaucoup tout d'un coup. Quand il a trop de verre à l'hameçon, il est difficile d'attraper des goujons. L'histoire, y compris récente, confirme que le mensonge est l'arme favorite des politiques, avec des variantes et des méthodes différentes selon les époques et les régimes. Pour lutter contre cette tendance professionnelle des politiques à abuser leur auditoire et leurs électeurs, les journalistes développent le fact-checking, la vérification des propos et des déclarations en les confrontant aux faits, prouvant ainsi dire que si telle affirmation est plutôt vraie ou plutôt fausse. Cette procédure intéressante démontre généralement l'immense liberté prise avec les faits par les politiques de tous bords et de tout pays. Le Washington Post a même envisagé d'utiliser un logiciel permettant de vérifier les affirmations des politiques en temps réel à partir des mots-clés qu'ils utilisent. Alors, le fact-checking aura-t-il à terme un effet vertueux? S'il est difficile de détecter des faits erronés dans un texte, il l'est sans doute encore davantage quand il s'agit de savoir si une personne ment ou si elle le fait sciemment. C'est ainsi que certains, notamment outre-Atlantique, ont recours depuis longtemps au détecteur de mensonges. Il est utilisé par la justice ou par exemple par la CIA lors des interrogations de suspects ou des procédures de recrutement. Cet appareil nommé polygraphe a été inventé en 1921 par l'Américain John Augustus Larson. Il mesure plusieurs variables telles que la pression artérielle, la conductance cutanée, due à la transpiration supposée plus importante quand on ment, et le rythme respiratoire. Les résultats traduisent le niveau d'anxiété et la modification des paramètres mesurés sous l'effet de l'adrénaline. Le mensonge est considéré comme plus anxiogène que le fait de dire la vérité. Or, ce n'est guère exact, ce qui expliquerait la mauvaise fiabilité du détecteur de mensonges qui donne de faux tests positifs et faux négatifs. Un sujet anxieux peut activer le polygraphe même quand il dit la vérité, alors qu'un menteur qui sait bien contrôler ses émotions sera déclaré sincère après un tel examen. L'Académie nationale des sciences américaines a établi un rapport sur ce sujet en 2003. Il a conclu que les preuves de la validité scientifique de cette procédure sont faibles. Je cite, « La réponse physiologique mesurée par le polygraphe n'est pas uniquement liée au mensonge. » Elle ajoute que les processus psychologiques et physiologiques mesurés par le polygraphe sont complexes et que certains peuvent être contrôlés par la volonté, y compris par la volonté du menteur. Plus récemment, les techniques d'imagerie cérébrale ont été utilisées pour comprendre comment fonctionne le cerveau quand nous mentons. Ces études pourraient avoir aussi des applications dans le domaine médico-légal et remplacer le détecteur de mensonges. Mais nous ne nous y trompons pas, il est probablement aussi vain d'imaginer dépister un menteur grâce à un détecteur de mensonges que de le démasquer au moyen de l'imagerie cérébrale. Les imagiers du cerveau, que nous qualifions parfois de photographes d'intérieur, ne pourront sans doute jamais lire dans les pensées, démêler le vrai du faux, séparer les criminels des innocents. Les études d'imagerie montrent surtout que le cortex préfrontal du menteur est activé de façon plus marquée. Or, on sait que cette région cérébrale est celle de l'inhibition. Elle est activée à chaque fois qu'il faut se maîtriser, inhiber une réaction spontanée. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'il soit davantage activé chez le menteur, où il exerce une action inhibitrice. La réaction spontanée serait de dire la vérité. Celui qui veut la cacher doit inhiber cette réaction automatique à la fois au moment où le mensonge est énoncé, mais aussi lorsque le sujet se prépare à mentir, comme l'ont montré Ayahito Ito et ses collègues de la faculté de médecine à Sendai au Japon. Mais il s'agit d'expériences où l'on demandait à des sujets de mentir, ce qui fait d'eux des menteurs artificiels. Ces conditions ne sont peut-être pas comparables à un contexte naturel. Le sujet joue à mentir, et généralement, les informations traitées ne présentent qu'une faible charge émotionnelle. Par ailleurs, Hu et ses collègues chinois et américains ont montré que l'imagerie cérébrale ne permet pas de distinguer un menteur un peu entraîné d'une personne qui dit la vérité. Cela montre, si besoin était, que le recours à des méthodes scientifiques reste, au moins pour l'instant, illusoire. Si mentir fait partie des comportements humains les plus habituels, il y a des situations où le mensonge devient la composante essentielle d'un comportement. La première et la plus évidente concerne la simulation. Il s'agit de faire croire que l'on est malade pour obtenir un avantage, toucher une prime d'assurance, une pension, se soustraire à son travail, ne pas aller au combat, échapper à une obligation, excuser un échec, etc. Le simulateur agit en parfaite connaissance de cause et dans un but utilitaire. La sursimulation est le cas particulier où le sujet croit simuler une maladie mentale dont il est réellement atteint. Les troubles factices ou pathomimie représentent une catégorie à part.
Le patient simule plus ou moins consciemment une maladie pour acquérir le statut de malade et non un avantage matériel. En général fasciné par la médecine, il prend plaisir à tromper le corps médical et suscite la réalisation de procédures invasives, examens paracliniques ou interventions chirurgicales, parfois si nombreuses qu'il peut mériter l'appellation de balafré de l'abdomen, comme nommait ce type de pathomime le chirurgien Henri Mandor. Le syndrome de Munchausen représente un cas extrême de pathomimie. Le malade fabule et se vante de réalisations hors du commun difficilement crédibles. Le nom provient du héros du roman Les aventures du baron de Munchausen de Rudolf Erich Raspe, qui racontait notamment s'être sauvé de la noyade et s'être extrait de l'eau profonde en se tirant par les cheveux. Une forme plus tragique est le syndrome de Munchausen par procuration, où un parent provoque lui-même des maladies chez son enfant en se montrant très inquiet de ce qui lui arrive jusqu'à ce qu'il soit découvert. La mythomanie est un autre trouble mental, non répertorié dans les classifications officielles en usage, mais ancré dans la tradition clinique française. En 1905, le psychiatre Ernest Dupré a été le premier à décrire ce trouble. Il définit la mythomanie comme la tendance pathologique plus ou moins volontaire et consciente au mensonge et à la création de fables imaginaires. Il considère que la mythomanie est physiologique chez l'enfant. Je cite: si la mythomanie est par définition un état pathologique, une tare morbide, il est cependant une période de la vie où elle représente un état physiologique et résulte de l'exercice normal des fonctions psychiques. Cette période de la vie est celle de l'enfance, non seulement de l'homme, mais de l'humanité. Fin de citation. Il fait référence alors au mythe fondateur de l'humanité. Dupré distinguait trois formes de mythomanie. La mythomanie vaniteuse, donc ici le sujet relate des exploits imaginaires qu'il aurait accomplis afin de capter de l'attention d'autrui. Il s'agit, dit-il, de personnes vantardes et fanfaronnes, ou bien il met en scène de faux attentats, de faux accidents ou simule des maladies. La deuxième catégorie, la mythomanie maligne, est dirigée contre les autres, entrant dans le cadre d'un instinct de destruction. Elle se manifeste soit sous la forme d'accusations calomnieuses, comme des lettres anonymes mensongères, des fausses accusations d'attentats à la pudeur ou de faux témoignages, soit sous une forme dite mystique et malicieuse, avec supercheries diverses, dépôt de fausses bombes, spiritisme, fabulation inspirée de l'actualité. Et enfin, la mythomanie perverse est constituée de fabulations mises au service de la cupidité, escroc-mythomane commettant des fraudes, ou alors d'abus de confiance, ou encore d'autres types d'escroqueries, ou de la prédation sexuelle, comme les séducteurs professionnels ou les polygames. Ces fabulations deviennent un mode d'existence. Le mythomane est porté de façon irrésistible à mentir. Il ressent une impulsivité narrative, avec un vrai talent imaginatif, trompant ses auditeurs successifs auxquels il adapte ses propos. Il s'invente facilement des relations haut placées, des ancêtres fameux, des diplômes ronflants, un métier prestigieux, des moyens financiers sans limite, des actions d'éclat. Son imposture peut revêtir un jeu vital et l'entraîner dans une fuite en avant dangereuse. À cet égard, c'est le cas de Jean-Claude Roman, raconté en 2000 par Emmanuel Carrière dans L'Adversaire, qui montre la spirale tragique où le mythomane peut être entraîné. Son histoire semble commencer par un premier mensonge qui portait sur son échec à l'examen de deuxième année de médecine et s'achève 18 ans plus tard par le massacre de ses parents, de sa femme et de ses deux enfants. Dans l'intervalle, il s'était inventé et avait fait accroire à tous ses proches par d'incessants mensonges une vie brillante de chercheur international, tout en escroquant sa famille et ses amis pour s'assurer un train de vie en rapport avec cette condition. Dans plusieurs types de personnalités pathologiques, on constate un certain degré de mythomanie, dont la fonction est principalement de donner au sujet la possibilité d'échapper au réel par l'imagination et de se faire valoir ou plaindre aux yeux des autres. C'est le cas notamment des personnalités borderline, état limite ou hystérique, appelées aussi histrioniques. Chez le pervers, le narcissique, le psychopathe, on trouve souvent un mélange de vantardise et de mensonges manipulatoires, destinés à tromper les autres, à les exploiter pour l'assouvissement de ses propres désirs, sans la moindre empathie. Notons que certains hommes ou femmes politiques présentent souvent une composante plus ou moins marquée de narcissisme pathologique. Dans ces dimensions sacrées, politiques, psychologiques, neurobiologiques et psychopathologiques, le mensonge fascine, agace ou scandalise. Il est à l'œuvre dans la vie quotidienne la plus banale, ne serait-ce que pour protéger notre liberté et notre intimité, mais il est aussi le ressort des actions humaines les plus tragiques et les plus viles. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.